J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré aux 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques. Comment transmettre la mémoire alors que les survivants sont de moins en moins nombreux? Comment parler de la Shoah aux plus jeunes dans un contexte où l'antisémitisme renaît? Avant d'en débattre, notre reportage, il est signé Jonathan Dupriez et Hugo Lemonnier. Ils ont accompagné le sénateur Hussein Bourgi et plusieurs classes de lycéens à Auschwitz. Merci beaucoup. C'est probablement l'un des voyages les plus marquants de leur vie. Près de Cracovie, en Pologne, 300 lycéens venus de Toulouse et Montpellier s'apprêtent à pénétrer dans le mémorial d'Auschwitz-Birkenau. On est bon? On y va pour notre visite? Chaque année, depuis 2019, la région Occitanie organise et finance ce voyage très spécial. Il permet à ces jeunes de prendre la mesure du plus vaste camp de concentration et d'extermination des nazis pour mettre en œuvre leur génocide des Juifs. On ressent vraiment la chose, on peut s'imaginer comment était la vie là-bas. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez étrange, mais aussi très constructif et très instructif. Entre 1940 et 1945, 1 100 000 personnes sont mortes dans ce camp de 42 km², dont près d'1 million de Juifs, presque tous gazés après leur descente du train. Les autres déportés furent assassinés, morts du travail forcé, de la faim ou du froid. Il devait vraiment avoir extrêmement froid et c'est horrible de voir que vraiment des humains sont capables de faire subir ça à d'autres humains et je trouvais ça vraiment touchant. Avant leur fuite, les nazis ont pris le soin de détruire les traces de leurs crimes. En novembre 1944, 3 crématoriums sont ainsi dynamités. Les nazis, avant de partir, vont dynamiter le 2, le 3 et le 5. Birkenau, extension du camp originel d'Auschwitz, est devenue dès 1942 la pierre angulaire de la solution finale, une usine de mort méthodiquement échafaudée. Un des principes fondamentaux de notre visite auprès du public scolaire, c'est bien faire comprendre le processus, les mécanismes qui ont amené une société, des êtres doués de conscience, à prendre leurs responsabilités. C'est pas des gens au coin d'une table qui ont fait ça, c'est des réunions de personnes qui ont décidé, réfléchi de comment procéder à l'assassinat massif d'une partie de l'humanité. Sur place, avec les lycéens, le sénateur de l'Hérault, Hussein Bourgi, découvre lui aussi ce lieu de mémoire avec grande émotion. Ça fait quelque chose avant, parce que la nuit dernière fut particulièrement difficile et depuis ce matin, c'est encore plus difficile. J'ai croisé le chemin de certains survivants qui m'ont peut-être un peu plus conscientisé que d'autres au drame qui s'est joué ici. Vient ensuite un temps de recueillement et une minute de silence. Un hommage très solennel à la mémoire des déportés juifs, mais aussi des tziganes, handicapés ou homosexuels. Nous pourrions, nous aussi, céder à la tentation de les abandonner, de les laisser plonger dans la nuit froide de l'oubli. Nous nous y refusons. À l'heure où les survivants de la Shoah disparaissent les uns après les autres, le devoir de mémoire n'a jamais semblé aussi nécessaire, insiste le sénateur. 80 ans après, les survivants sont de moins en moins nombreux et donc ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter ce travail de mémoire. Leur parole n'est plus là pour accueillir ces élèves comme ils le faisaient il y a encore quelques années, mais leur parole reste sur les bandes sonores, reste dans les documentaires. Et puis il y a aujourd'hui des guides, il y a aujourd'hui les bénévoles et les salariés du mémorial de la Shoah pour transmettre cette mémoire afin que chacun puisse se l'approprier et la partager à son tour. Ce site de 200 hectares, symbole de la plus grande barbarie humaine, est inscrit depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, 2 millions de personnes s'y rendent pour le visiter. La mémoire menacée de la Shoah, c'est le thème de notre débat avec Annette Becker. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des guerres et génocides des 20e et 21e siècles. Et vous publiez des Juifs trahis par leur France, 1939-1944, aux éditions Gallimard. Cécile Cukierman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice communiste de la Loire, vice-présidente de la commission des lois et professeur d'histoire-géographie. Denis Péchanski, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Historien
historien, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la France de Vichy, de l'histoire des camps d'internement en France sous l'occupation, et vous travaillez aussi sur la mémoire des traumatismes dus à la déportation et au terrorisme. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Je voudrais qu'on se projette en quelque sorte 8 décennies en arrière. Que découvrent les soldats soviétiques le 27 janvier 1945 en arrivant à Auschwitz? Ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils découvrent. Ils voient que des gens faméliques, malades, mourants, des corps partout. Mais l'essentiel du complexe d'Auschwitz-Birkenau a déjà été évacué dans ce qu'on appelle les marches de la mort. Et donc tous ceux qui pouvaient marcher ont été entraînés pour que justement le camp soit caché. Et ce qu'ils ne comprennent surtout pas, et ce que l'on va prolonger, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 camps. Il y a d'une part le camp d'Auschwitz, qui était un camp de concentration, dans lequel on a déporté d'abord et avant tout des Polonais résistants ou des Polonais défaits après la défaite de la Pologne en 1939. Et puis un immense complexe d'extermination qui n'est pas un camp. On n'est pas censé y rester. On y va seulement pour être exterminé. Et ça, c'est le complexe de Birkenau. Et le nom d'Auschwitz, aujourd'hui, a pris l'ensemble, est devenu le symbole de l'extermination des Juifs, alors qu'ils ont été exterminés à Birkenau. D'où les difficultés de la mémoire. Oui, aussi. Effectivement. Denis Péchanski, il faut donc bien dire Auschwitz-Birkenau. Pour prendre ces grands... Enfin, pardon, je repose des questions un peu basiques, mais puisqu'on est là aussi pour transmettre la mémoire, autant le faire. Quand on parle d'un complexe gigantesque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des milliers d'hectares. Ça veut dire... il y a même un 3e camp qui est Auschwitz III, qui est une usine, Buna-Monowitz, une forme de camp de travail, l'exploitation de main-d'œuvre servile pour une usine de Ligefarben. Donc on a vraiment... De produits chimiques, c'est ça? Pour produire des produits de synthèse. Ouais. Donc. Et là, on a le camp le plus important d'Europe et qui rend compte justement de toute la diversité du système concentrationnaire allemand nazi. Bon. Et évidemment, la singularité de Birkenau renvoie à la singularité de la Shoah. La Shoah, d'abord, elle est génocide, c'est-à-dire la volonté d'exterminer systématiquement un peuple, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Je dis bien et volonté et systématicité. Déjà pour singulariser ce qu'est un génocide. Ensuite, on va les chercher partout où ils existent, y compris, prenons l'exemple de la France. La zone sud, elle n'est pas sous occupation allemande jusqu'en novembre 1942, jusqu'au 11 novembre 1942. Bien. Entre août 1942 et novembre 1942, Vichy va livrer 10 000 Juifs de zone sud aux Allemands. Encore une fois, il n'y avait pas un seul soldat allemand en zone sud. Donc on va vraiment les chercher partout, par tous les moyens. Et parce qu'ils acceptent de co-gérer en quelque sorte la mise en œuvre de la solution finale en France. Et ça, c'est la singularité de la Shoah par rapport à un génocide qui est aussi singulier. On peut penser au génocide des Arméniens, on peut penser évidemment au génocide des Tutsis. Ouais. Cécile Cukierman, on l'a compris, Auschwitz ne résume pas tous les camps de concentration, mais il y a cette symbolique qu'on vient de décrire qui est très forte. Je m'adresse à l'enseignante que vous êtes. Comment enseigner cette symbolique? Comment lui donner justement toute sa dimension? Tout d'abord, je vais préciser, ça fait quelques années que je ne suis plus devant une classe. J'ai été élue en 2011. Moi, personnellement, donc je le dis très tranquillement, ayant eu des publics très différents, je n'ai jamais ressenti de difficulté à enseigner à des élèves de 3e, puisque c'est à cet âge-là, à ce niveau-là en tout cas, que se fait l'enseignement.
cette horreur à venir faire témoigner des déportés, des résistances selon les années. Je crois que c'est important, y compris parce que nous sommes à un âge qui est celui de l'adolescence, et ça qui est propre à toutes les époques, où l'on est à la fois face à des êtres qui veulent être comme les autres, et donc qui se rentrent très facilement dans un groupe et qui en même temps veulent jouer de leur singularité. Donc je pense qu'effectivement nous devons l'enseigner sereinement parce que d'abord c'est notre histoire, qu'elle nous plaise ou non. On doit dénoncer un certain nombre de faits qui se sont passés, y compris dans la grandeur de l'histoire de la France parfois qui irrigue nos programmes. Mais il y a aussi ces faits-là et celui d'un État collaborationniste, comme ça vient d'être rappelé, qui a contribué à l'organisation de ce génocide. Et puis, bien évidemment, ce ne sont que des jalons et il doit y en avoir beaucoup d'autres dans la vie des individus. D'avoir cette alerte, je crois qu'il nous faut faire germer dans chacun de nos concitoyens que ce qui semblait impensable s'est produit et que ce qui semble donc impensable aujourd'hui peut se produire. Ouais. En évitant de tomber dans une psychose généralisée qui empêcherait chacun de vivre et de s'émanciper, mais en ayant conscience que l'être humain peut être capable du meilleur comme du pire. C'est d'autant plus important, on va revenir sur un sondage, qui n'est pas seulement un sondage français d'ailleurs, qui est un sondage européen et américain sur l'état de connaissance sur cette période de notre histoire et spécifiquement sur la Shoah. Et les chiffres sont assez effrayants, il reste des survivants, de moins en moins nombreux, évidemment, des survivants d'Auschwitz. Leurs témoignages sont précieux. On va écouter Ted Bolgar. Il a été déporté en avril 1944. Il avait 20 ans. When we got there, he looked at you. Quand nous sommes arrivés à Auschwitz, un soldat nazi nous regardait et nous faisait signe d'aller à droite ou à gauche. Nous n'avions aucune idée de ce que cela signifiait. Nous l'avons appris plus tard, il vous regardait, et s'il pensait que vous pouviez travailler, il vous envoyait d'un côté, et les enfants et les personnes âgées étaient envoyés de l'autre. On leur disait, vous devez être sales, vous avez passé 3 jours dans le train, vous avez besoin d'une douche. Et ils les ont emmenés dans un grand bâtiment où il était écrit « bain public », assurez-vous de savoir où vous mettez vos vêtements. Puis ils les ont emmenés dans la salle de douche, mais au lieu de l'eau, c'est du gaz qui est sorti. Ils ont été tués malheureusement. Ma sœur et ma mère étaient parmi eux. Elles ont été tuées à ce moment-là et brûlées pendant la nuit. On va essayer de comprendre comment ces témoignages et comment la mémoire transmise par les survivants a pu évoluer au fil des années. Annette Becker, dans les années, peut-être même les décennies qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'ils sont audibles? Pas du tout. Ils ne sont pas du tout audibles et je dirais pas pour un certain nombre de raisons. La première raison est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'il y a un double système, qu'il y a le système concentrationnaire et il y a eu beaucoup de tous les pays, des résistants ou des ennemis du régime nazi, quel qu'il soit, qui ont été envoyés dans le système concentrationnaire. Sauf que c'était des adultes en général. Alors que dans le système d'extermination des Juifs, et de façon moins importante en nombre, mais aussi importante dans la volonté des Tziganes, ce n'est plus seulement des êtres adultes que l'on assassine, mais tout le monde. Parce qu'un génocide, cela veut dire que le peuple disparaisse de la terre. Donc l'idée que le peuple juif disparaisse de la terre, il ne faut surtout plus de femmes pour qu'elles portent des enfants. Il ne faut plus d'enfants pour qu'ils puissent grandir. Mais ce discours-là, ce témoignage-là, il est relativement inaudible dans les années qui suivent la Seconde Guerre. Il est porté quand même par... Il est porté, mais il est inaudible pendant la guerre. Oui, parce qu'il y a énormément de témoignages qui arrivent pendant la guerre. Oui. Pensez que le premier site d'extermination qui est découvert, c'est en fait le site d'extermination de Treblinka, qui se trouve aujourd'hui sur le territoire de la Pologne, mais qui était à l'époque l'Ukraine, donc qui était en fait l'Union soviétique. Et les soviétiques arrivent dans ce site d'extermination et découvrent cela. Et un des plus grands écrivains du siècle, Vassili Grossman, est correspondant de guerre et décrit tout ça. Et il décrit absolument que ce sont des Juifs. Il a très bien compris, d'autant plus qu'il est juif et que sa mère a été exterminée aussi. Mais ça ne passe pas.
Alors, c'est pas tellement que c'est pas dissible, ce qu'on répète à l'infini, c'est que ce n'est pas audible. Et le fait que ça ne soit pas audible va durer très longtemps. Oui. À l'arrivée, en 1945, il y a une deuxième raison pour laquelle ce n'est pas audible, c'est que, et là je prendrai l'exemple de la France, beaucoup de gens antisémites qui ont collaboré ou pas étaient très contents de s'être débarrassés des Juifs. Et ils étaient même bien étonnés qu'ils en reviennent. Ah, ils reviennent. Et à ce moment-là, on a tout fait pour ne parler que des résistants politiques. Oui. Et on a créé aussi cette espèce de mythe des Juifs qui seraient allés à l'abattoir, qui est quelque chose qui est insupportable quand on le voit aujourd'hui, quand on voit au contraire l'agentivité de leur résistance à chaque moment. Mais à l'époque, ils étaient considérés comme rien. Denis Péchanski. Eh bien, je vais nuancer la opposition de mon ami et camarade. Je vais nuancer avec plusieurs exemples. Le premier, c'est pendant la guerre. Je ne sais plus les mots exacts de Raymond Aron, qui dit dans ses mémoires « J'ai su, je ne pouvais pas le croire, donc je ne l'ai pas su. » Et je pense que c'est tellement énorme ce qui s'est passé, même si évidemment il y avait le génocide des Arméniens en 1915, mais ça n'avait pas eu dans l'opinion mondiale cet impact qu'on va avoir là. Il y a quelque chose d'inaudible parce que impensable. Bon. Ensuite, à la Libération, je vais donner un exemple qui vous fera plaisir, Madame la sénatrice. C'est Marie-Claude Vaillant-Couturier. Marie-Claude Vaillant-Couturier a été déportée. C'était une figure du Parti communiste qui va être déportée dans un convoi qui va commencer à Auschwitz et ensuite va arriver sur Ravensbrück, le camp des femmes. Et elle est à Nuremberg. C'est la seule femme française à témoigner à Nuremberg. Et c'est en ligne. On lui pose la question, on lui dit « Alors, est-ce que vous pouvez témoigner du sort que vous avez connu, vous, comme déportée résistante, des expérimentations médicales, etc. » Et elle dit « Attendez, je vais vous en parler. Mais je veux d'abord vous dire que j'étais à Auschwitz avant d'être à Ravensbrück. Et j'ai vu des vieillards, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés qui étaient envoyés dans les chambres à gaz et ensuite qui étaient brûlés dans les crématoires quand ils étaient morts. » Donc, on voit bien que c'est le thème, oui, la France sort résistentialiste de la guerre, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle n'était pas massivement antisémite, elle n'était pas massivement collabo. Elle est sortie de la guerre, ça se reconstruit. Or, pendant ces quelques années-là, toutes les mémoires sont convoquées. Et quand je pense à Robert Antelme, par exemple, un des plus grands écrivains du système concentrationnaire politique, on va dire, la déportation de répression, il parle de l'extermination des Juifs. Et c'est après que ça s'effondre, à partir des années 50, et on va avoir, parce que la mémoire est dans l'histoire, on va avoir après un retour. Ce qui ne veut pas dire que ça disparaisse complètement. Il y a quand même, en 1949, un petit livre qui est publié, qui a un certain écho, qui s'appelle le journal d'Anne Frank. Bon, donc je ne vais pas non plus vous dire ça a complètement disparu. On ne parle pas du tout de la déportation et du sort des Juifs. Puisqu'on est dans ces temps, Cécile Cukierman, votre grand-père, Georges Cukierman, qui était ancien résistant militant communiste, il a fondé avec votre grand-mère Raymonde Rebecca le comité pour la mémoire des enfants déportés parce que juifs. Parce que nés juifs. Parce que nés juifs. Il me manquait un mot. À quel moment le font-ils et pourquoi le font-ils ? Mais ils le font d'ailleurs assez tardivement dans leur vie. Je veux dire, ça va être le concept, on va dire, prend naissance au moment des années 80 et donc se met réellement en place au cours des années 90. Donc ce que je veux dire, c'est tardivement, on est déjà plusieurs décennies après la libération des camps et les périodes que nous venons d'évoquer.
Ils le font parce que ce sont des gens, je crois tout d'abord profondément engagés, parce qu'à des temps de leur vie où se percutent, où se rencontrent des vies d'engagés politiques et de ceux qu'ils ont été, enfants un temps, à qui on a fait changer de nom, à qui on a invité de se cacher. Mais je reviens d'ailleurs sur les propos précédents. Vous savez, mon arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père en l'occurrence, dès le milieu des années 30, évoquait dans les communautés juives, militantes, le risque de ce qui pouvait se passer. Des arrestations, alors à l'époque, bien évidemment, des arrestations, des interdictions de travail, etc. Je nuance avec ce que connaîtra malheureusement la suite de l'histoire. Il était assez peu cru, et tout le monde disait d'ailleurs, ici nous sommes en France, on sera protégés. Donc je pense qu'il y a aussi ce phénomène, comment penser l'impensable ? Et ce qui va ressortir aussi après-guerre, ce qui je pense peut-être d'ailleurs se reconstruire, est-ce toujours reparler de l'horreur que l'on vient de vivre, et peut-être de manière un peu trop brutale à l'époque, et je crois, voilà, de vouloir non pas oublier, mais en tout cas de ne pas ramener ça en permanence, de la capacité de recevoir, et je crois que vous l'avez dit l'un et l'autre, pour transmettre, il faut que quelqu'un raconte, puis il faut que d'autres l'entendent. Voilà. Et donc c'est aussi la rencontre. Et je crois qu'en tout cas, quand mon grand-père avec son épouse, effectivement, mettent en place ces initiatives, c'est quoi? C'est d'abord la volonté de reconnaître ceux qui ont été déportés, exterminés, qui ne sont pas revenus, pour les raisons qui étaient celles d'être nés juifs. Deuxièmement, témoigner aux générations nouvelles. Ils sont allés beaucoup dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ils ont fait énormément d'écoles, collèges, lycées, tout âge confondu, parce que justement, à ce moment-là, ils se disent, si nous ne transmettons pas, et parce qu'un auditoire devient peut-être en capacité de mieux l'entendre, au regard de l'évolution de notre pays, si cela ne se fait pas, ça ne se fera jamais. Alors justement, on va continuer d'en parler et on va venir à ce sondage que j'évoquais tout à l'heure, grâce à Steve Jourdain qui l'a lu et étudié attentivement. Rebonsoir Steve, sondage particulièrement inquiétant qui montre tout le travail qui reste à faire en matière de transmission de la mémoire. Oui, le sondage est réalisé par la Jewish Claims Conference. Il a été publié la semaine dernière. Toute première étude consacrée à 7 pays européens, plus les États-Unis. Le chiffre le plus inquiétant nous concerne. Il concerne la France. 46% des jeunes de 18 à 29 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Alors comment expliquer ça alors que l'Holocauste est enseigné dans les écoles? On va voir les chiffres chez nos voisins européens. En Roumanie, seulement entre guillemets, seulement 15% de la même classe d'âge ne sait pas ce qu'est la Shoah. Ils sont 14% en Autriche et 12% en Allemagne, Thomas. Et certains jeunes qui, eux, ont entendu parler de la Shoah considèrent qu'on exagère. Oui, en France, 33% des jeunes de cette même classe d'âge, des jeunes âgés de 18 à 29 ans, estiment que le nombre de juifs tués est exagéré. Le phénomène est cette fois plus inquiétant chez nos voisins européens. En Roumanie, par exemple, 53% des 18-29 ans le pensent. Ils sont 22% en Autriche, 13% en Allemagne. Autre donnée intéressante, Thomas, elle porte sur la négation de la Shoah. C'est un phénomène courant pour 38% des adultes français, chiffre très proche de celui qu'on retrouve aux États-Unis, 44%, en Allemagne 34% ou encore en Autriche 27%. On continue de regarder les détails de ce sondage avec peut-être une nouvelle un peu moins effrayante à nous donner. Une certaine mémoire est manifestement encore là, celle de la peur devant le retour de l'horreur. En France, 63% de ceux qu'on a interrogés déclarent que l'Holocauste pourrait se reproduire. Ils sont 69% au Royaume-Uni, 61% en Allemagne, 62% en Autriche et même 76% aux États-Unis. Et puis, si on prend tous les pays étudiés, on se rend compte qu'une énorme majorité considère qu'il est important de continuer à enseigner la Shoah à l'école. En France, ce chiffre va même jusqu'à 93%. Il faut l'enseigner, oui Thomas, mais comment? C'est une question qui se pose depuis au moins la fin de la guerre. Merci beaucoup Steve pour ces informations. Je vous entendais réagir, Cécile Kickerman, parce que je pense que ce chiffre, il nous a beaucoup choqués.
46% des jeunes Français de 18 à 29 ans qui disent « j'ai jamais entendu parler de la Shoah ». D'abord, ce chiffre, il interpelle parce que nous sommes dans un pays quasiment au taux maximal de scolarisation. Donc, dans cette classe d'âge, toutes les personnes sont passées par des classes et ont entendu parler de la Shoah. Donc, ce qui doit nous interroger, et là, y compris, je le prends en tant que femme politique, c'est comment est-ce que, quelques années plus tard, 46% disent ne l'avoir jamais, entendu parler. Et pour autant, on peut... là, bon, il y a des débats. Hein, est-ce qu'il faut faire 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures? On peut disserter. Mais ils en ont tous entendu parler. Ce qui est donc révélateur dans ce sondage, c'est l'état de notre société. D'abord, l'école, ce n'est pas un temple à part. L'école, elle fait partie d'une société. Et donc, quand on arrive à avoir une personne sur 2 qui dit qu'elle n'en a pas entendu parler, alors qu'elle en a entendu parler, moi je reprends, c'est la classe d'âge des enfants que j'ai eus à l'école. C'est-à-dire que j'ai eu 2 classes de 3e, ça fait un peu plus de 50 gamins, il n'y avait pas d'absents, ils ont suivi les cours, ils n'étaient pas tous bons, mais ils étaient loin d'être tous mauvais. Donc, non, mais donc ils en ont entendu parler. Pourquoi irait-il dire après, j'en ai pas entendu parler? Statistiquement, 1 sur 2. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes dans un débat public en France qui fait qu'on peut en parler, mais nous ne sommes pas entendus. Et il y a d'autres vecteurs d'information, d'influence, de restructuration d'une mémoire, je vais le dire ainsi, qui amènent à ça. Et c'est ça qui doit nous interroger et qui est très, très, très important. Parce que j'entends beaucoup, et dès qu'il y a un mot dans notre société, c'est tout de suite vers l'école qu'on se tourne, et c'est bien normal, elle a toute sa place. Mais faisons attention. Si nous pensons que ce n'est que par la question de l'école que nous réglerons cette question de la transmission de la mémoire, du devoir de mémoire, et donc de la responsabilité de chacun face à son avenir, nous allons passer à côté d'autres choses. Et je pense que les résultats qu'on voit dans les autres pays doivent d'ailleurs nous interroger parce qu'ils ont d'autres rapports avec ces faits. Vous voulez évidemment tous réagir à ce sondage. Je commence avec vous, Annette Becker. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois que quand on interroge des gens plus jeunes, et la CLEMS fait un certain nombre de sondages différents, et là j'ai pris connaissance du dernier, mais les précédents montraient que les plus jeunes, c'est-à-dire avant 16 ans, avaient une connaissance de la Shoah beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand ils sont encore près de leur scolarisation... Mais alors pourquoi ils renoncent-ils après à ce... C'est du déclaratif, c'est quoi? Ils ont été nourris de désinformation, de complotisme? Oui, je crois d'une indifférence absolument totale. C'est un fait comme un autre. C'est un fait comme un autre. Ils ne se rendent pas compte que c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Et je crois que notre rôle, et là je ne parle pas en tant qu'historienne, je parle en tant que citoyenne, notre rôle, c'est de continuer à faire passer qu'une telle catastrophe, il y en a d'autres dans l'histoire de l'humanité, doit toujours être au premier plan. Alors, il ne faut pas avoir non plus l'air catastrophiste. Vous disiez fort justement que les rescapés, après la déportation, ils ont voulu continuer à vivre. Et souvent, en continuant à vivre, eh bien, ils ont mis de côté l'horreur de la vie. Mais, en revanche, ils ont témoigné énormément au moment où il y a eu la force des négationnistes. Et je crois que c'est à nous, en tant qu'historiens, mais aussi en tant que citoyens, de lutter contre les négationnismes. Et ça, les négationnismes sont partout. Et quand c'est pas le négationnisme, ça veut dire on n'a pas gazé les Juifs. Donc personne ne peut dire ça, c'est totalement aberrant. Mais en revanche, les distorsions de cette histoire sont constantes. Et ces distorsions sont extrêmement dangereuses, comme toutes les fake news, on le sait bien aujourd'hui, elles ont le vent en poupe. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Encore la Shoah, vous en faites trop sur la Shoah, Denis Péchanski. Est-ce que c'est une phrase que les professeurs d'histoire entendent ou risquent d'entendre de plus en plus souvent, au fur et à mesure que les décennies passent, quoi? Non. Non? Pas pour l'instant. Simplement, ça moi, existe, hein. J'ai des ça existe dans des salles de classe. Très honnêtement, oui, ça existe, bien sûr. Il y a des quartiers où on est confronté à ce type de problème, mais moins qu'on ne pense, parce que j'ai quelques retours, les vrais problèmes qu'on a, par exemple, dans les quartiers, c'est la question de la tolérance de l'homosexualité.
moi, j'ai des profs qui m'en ont parlé. Ils font leurs cours sur la Shoah, a priori, sans trop de problèmes, même si j'imagine, dans certains quartiers, c'est plus que compliqué. Mais sur l'homosexualité, alors là, là, il y a certaines communautés, là, Mais moi, j'ai des doutes sur le sondage, je vous le dis tout de suite. Alors, allez-y, on peut le questionner, ce sondage. Parce que je me demande quelle question a été posée. C'est la Clems qui pose la question. Si c'est transféré en français comme « Avez-vous entendu parler de l'Holocauste ?» Mais c'est pas le terme qu'on utilise, nous. En France, on n'utilise pas le terme holocauste et on pose la question aujourd'hui, si jamais on pose la question aux Français aujourd'hui, et on l'a posée, qu'on n'entende pas parler d'holocauste, je veux dire, je pense que ça rajoute... J'ai du mal à le croire. Mais moi, à la Clems, ils sont très sérieux. Je veux dire. La Clems, je rappelle, Jewish Clems Conference. Mais j'aimerais bien qu'on voit exactement ce qu'il en est. Parce que il y a eu une autre formulation où on parle de la Shoah... et où on a des résultats qui semblent plus en accord avec ce qu'on peut imaginer. Mais on verra bien. On verra bien. Je veux dire, moi, honnêtement, j'ai des doutes sur cette génération-là. Non, simplement pour préciser, je pense qu'autant qu'il y a une réalité qui est très certainement aujourd'hui, pour une partie, une forme de relativité sur le caractère... inhumain et systématique, comme vous l'avez dit, de la Shoah. Ça, je peux l'entendre et cela s'explique. Autant, effectivement, il y a aussi une forme de concurrence mémorielle. Oui, non, mais donc tout ceci, je veux dire, que dans la deuxième partie du sondage, ceux qui relativisent, j'ai envie de vous dire, je me semble plus enclin à la réalité de ce que nous vivons, entendons dans notre pays. Autant... le 1 sur 2, quoi. Mais pour revenir sur ce que je ne suis pas à l'origine. Vous avez, pour moi, tout à fait raison. À partir du moment où on relativise, parce que on ne se met pas d'accord, par exemple, sur les outils conceptuels, comme on dit dans notre jargon, sur les mots qu'on utilise pour décrire le réel. Si on commence à dire un génocide pour tout ce qui est massacre dans une guerre, à partir du moment où on confond les situations, effectivement, on brouille la singularité des génocides. Déjà, j'ai parlé des Arméniens, des Juifs ou des Tutsis, et la singularité de la Shoah, on va aller chercher partout. Mais, encore une fois, c'est là où notre responsabilité est fondamentale, comme enseignant dans le second degré, comme politique, ou le premier, comme historien, bien entendu, c'est de fournir des outils, et comme journaliste, de fournir des outils d'analyse qui soient des outils. Et par exemple, un terme qui maintenant, et j'ai bien aimé l'intervention du sénateur dans le film, c'est le terme travail de mémoire. Ça a été une bagarre des années de nous, historiens. On n'arrêtait pas de dire aux politiques et aux journalistes, arrêtez de parler de devoir de mémoire. Il n'y a pas d'obligation morale. On n'est pas dans la jonction. C'est pas possible. C'est un travail, c'est pas un devoir. Le travail de mémoire et le travail d'histoire, ça c'est fondamental. Et en plus, bien comprendre que la mémoire, elle est dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps, et que quand vous évoquiez cette mobilisation du milieu des années 80, c'est exactement le moment où s'impose ce que j'appellerais un régime mémoriel, une configuration mémorielle, où la figure centrale dans la mémoire collective des Français, c'est la figure de la victime juive qui s'impose à partir du milieu des années 80. Pas avant. Ben non, dans les années 80, ça a été, avec De Gaulle, la figure du résistant. Donc jusqu'aux années 70, au début des années 70, c'est la figure du résistant. Non, de 58 à 70. Oui. Avant, on a, désolé, mais on a les années 50. L'agenda, c'est la guerre froide, en plus contre l'Union soviétique qui était un allié pendant la guerre, et on a les guerres coloniales. Donc tout s'effondre. En revanche, juste après la guerre, comme je l'évoquais tout à l'heure, là,
Toutes les mémoires sont convoquées à des degrés divers. Il y a des mémoires fortes, des mémoires faibles. Ce travail de mémoire, j'allais dire ce combat, mais ça peut aussi être un combat, il est d'autant plus crucial que les actes antisémites sont en augmentation. C'est ce que rappelait la ministre Aurore Berger. Ce matin, elle était à l'inauguration du jardin mémoriel de l'ancienne synagogue de Strasbourg, détruite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On écoute Aurore Berger. Si nous honorons aujourd'hui les victimes du passé, nous devons être lucides sur les combats du présent. Ces journées, ces lieux, doivent aussi être des appels à la vigilance, à l'action, au sursaut collectif, face à la menace permanente qu'est l'antisémitisme. Car l'antisémitisme n'a pas disparu. Il est toujours là. Il se renouvelle, il s'adapte, il mute. Il se manifeste à travers des actes lâches, des inscriptions taguées sur des murs, des profanations de cimetières, des insultes ou des agressions physiques dans nos rues. Il se cache également derrière des discours insidieux qui se propagent sur les réseaux sociaux et alimentent la haine au quotidien. Mathieu, les derniers mois l'ont hélas montré, la France est loin d'en avoir fini avec l'antisémitisme. Oui, le CRIF a publié mercredi dernier les statistiques de l'antisémitisme en France pour l'année 2024. Alors ce sont les chiffres des plaintes comptabilisées par le ministère de l'Intérieur et qui sont communiquées au service de protection de la communauté juive depuis les années 80. Il y en a eu 1570 contre 1676 en 2023. Alors on pourrait se dire ça se baisse. Le problème, c'est qu'on est dans une marée haute, très haute, parce qu'on se souvient qu'en 2023, les nombres d'actes antisémites sur notre sol avaient explosé après les attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Pour vous donner une idée, en gros, en 2022, on avait recensé, entre guillemets, que 436 actes. C'est vous dire à quel niveau on est aujourd'hui, un très très haut niveau depuis 2 ans. Cet antisémitisme a-t-il changé de nature? Alors il a en tout cas changé de volume, je le disais, sur les 2 dernières années, mais même si on prend depuis le début des années 90, le nombre d'actes s'en prenant aux Juifs a quand même considérablement augmenté sur le temps long. Et encore, on ne parle là, je le disais tout à l'heure, que des plaintes, donc de la face émergé de l'iceberg, puisque aujourd'hui les statistiques ne tiennent pas compte de tous les harcèlements, attaques, insultes qu'on peut avoir, notamment sur les réseaux sociaux contre les Juifs. Je dirais qu'il a ensuite changé de marigot politique ou idéologique, ou en tout cas muté. Il dit à l'antisémitisme, à côté de l'antisémitisme, on va dire, d'extrême droite, qui est toujours vivace, même s'il est moins sonore ou moins visible, est apparu au grand jour, et je précise bien au grand jour, parce que ça existait déjà depuis longtemps, un antisémitisme de gauche ou porté par des militants issus de la gauche qui, sous couvert de défense des Palestiniens et de condamnation de l'action politique et militaire d'Israël, n'ont pas hésité à réveiller, on l'a vu depuis 2 ans, de vieux clichés sur les Juifs et le pouvoir, les Juifs et les médias, et on en parlait là à l'instant dans une singulière inversion accusatoire. On vient même à nazifier les Juifs en qualifiant tous les soutiens d'Israël de génocidaires. Avec une responsabilité des discours politiques? Oui, très nette. Alors je ne vais pas vous faire le compte de tous les jeux de mots sous-entendus dégueulasses. Quand on en est à se dire est-ce que c'est de l'antisémitisme ou c'en est pas, ça veut juste déjà dire que le niveau est complètement pourri. Je vais vous parler d'une autre responsabilité. En ce jour, on commémore la libération d'Auschwitz. C'est surtout quand, à force d'amalgame et à force de tout banaliser, vous ajoutez à la haine une immense confusion. Quand Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, en vient à dresser, comme il l'a fait l'an dernier, un parallèle entre un président d'université et Adolf Eichmann, le théoricien nazi de la solution finale, ça laisse entendre que, tout se vaut. C'est à la fois une injure aux victimes, à l'histoire et au travail de mémoire dont vous parliez. Je vais vous donner un autre exemple dans un tout autre registre. Quand le Premier ministre François Bayrou salue en Jean-Marie Le Pen une figure de la vie politique et un combattant dont la polémique était l'arme favorite. On parle de Jean-Marie Le Pen, l'homme pour qui les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire. C'est laisser croire, au fond, que ce n'était pas forcément si grave, en tout cas que ce n'était pas bien grave. C'est commettre une faute politique. Et c'est une nouvelle preuve, s'il en est, qu'on peut, sans être soi-même antisémite, faire le jeu des antisémites. Merci Mathieu. Cécile Cukierman, je reviens sur ce que développait Mathieu sur la gauche ou une partie de la gauche. La critique d'Israël, est-ce qu'elle marque souvent une nouvelle forme d'antisémitisme? Il y a 2 choses, je crois, et en tout cas, il faut. Oui, c'est des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Au nom de la lutte contre l'antisémitisme, il y a aujourd'hui
un régime politique avec des choix politiques et un gouvernement en Israël. C'est un pays démocratique et donc on peut avoir des critiques à l'égard de la politique menée par... Mais il faut bien choisir les mots pour émettre ces critiques. Je l'ai choisi, je crois, assez facilement d'ailleurs. Mais je veux le redire aussi, parce que toute critique du gouvernement de Benjamin Netanyahou ne peut pas être taxée d'antisémitisme. Voilà. Et donc je crois qu'on est de part et d'autre. C'est-à-dire que certains ont joué d'amalgame, là où d'autres, grands défenseurs aujourd'hui de la lutte contre l'antisémitisme, même s'il y a quelques années, il ne l'était pas tant que ça, ont aussi joué d'amalgame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, toute attaque à l'égard d'un gouvernement serait une remise en cause de l'histoire. Donc voilà, après, oui, c'est une réalité. Il vient d'y en a, quoi, vous venez d'en faire des exemples. J'ai envie de dire également, malheureusement, dans l'histoire, il y a toujours eu un mouvement d'extrême gauche, y compris un peu anarchiste, qui s'est aussi développé sur un fond antisémitisme début du XXe siècle. La question des grandes familles, des banquiers, de l'image du juif à pas du gain n'était pas que le propre d'une extrême droite catholique attachée à sa propriété foncière. C'est-à-dire que l'image du banquier amassant l'argent à son profit et non au profit des autres a aussi irrigué une partie de cette famille-là. C'était en tout cas pour la gauche, en tout cas dans le débat public, quelque chose qui était plutôt derrière nous. Je le dis derrière nous au sens femmes et hommes de gauche. Et que malheureusement, en tout cas, les attaques du 7 octobre ont fait ressurgir. Si elles ressurgissent, c'est que cette question-là n'était pas totalement dépassée. C'est pour ça que je dis malheureusement. Je crois qu'en tout cas, il faut la combattre. Et comme je l'ai dit, il y a des écueils dans lesquels nous ne devons pas tomber. Il y a des amalgames que nous devons systématiquement dénoncer. Et effectivement, quand on commence à s'interroger de savoir si, c'est que déjà il y a un problème. Un dernier mot, malheureusement, il nous reste moins d'une minute, Annette Becker. La peur de dire « je suis juif », est-ce qu'elle réapparaît ? Écoutez, oui. Je crois qu'elle réapparaît en ce moment. Et c'est quelque chose d'absolument tragique. Et je crois que ça vient très, très largement, pour abonder dans le sens de Mme Kickerman, de la concurrence des victimes. Il faut faire penser à tout le monde qu'il y a en effet un gouvernement israélien, mais qu'il y a eu une attaque atroce contre Israël. Et que cette attaque atroce contre Israël est justement contre un pays où beaucoup de survivants de la Shoah se sont réfugiés, la Palestine puis Israël. Et que cette attaque terroriste, on connaît les attaques terroristes, on en a vécu sur notre territoire, c'est terrible. Et imaginez quand on a vécu la Shoah, cette attaque terroriste. Ensuite, la guerre qui se mène à Gaza est terrible, est atroce, avec sans doute des crimes de guerre. Mais il y a des victimes des deux côtés. Et il faut se mettre des deux côtés. C'est la seule façon de réfléchir à la réalité de l'histoire et à la réalité des drames de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais rappeler le titre de votre livre, Annette Becker, Des Juifs trahis par leur France, 1939-1944, aux éditions Gallimard. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme publicsena.fr, nous réécouter en podcast. Et enfin, je vous donne le rendez-vous de la matinale, rendez-vous politique. Ce sera Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, qui sera l'invité d'Oriane Mancini. Bonne soirée à toutes et à tous.